Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 24 août 2022. Ouais, Bruno Lalonde, Joseph, Édouard, Alfred, Bruno Lalonde, le 12e ou le 13e de sa génération, établi en terre d'Amérique. Le premier, Jean de Lalonde, naît de Caen, en Normandie, et est mort aux mains des Iroquois. On a retrouvé sa sépulture à Sainte-Anne-de-Bellevue en 1967. Il était capitaine du régiment de Carignan, régiment dépêché par le roi, afin de protéger la colonie. Ce qui n'a pas empêché, plusieurs générations plus tard, ou quelques générations plus tard, d'une de ces branches lalondiennes d'aller se reproduire avec des Autochtones. Alors, tant et si bien que mon père a été l'un des premiers au début des années 70, donc 40 ans avant, au moins 40 ans avant la mode, d'écrire sur les Autochtones et à partir même d'une expérience d'autochtonie. Voilà. Alors, je vous raconte tout ça parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. En fait, je vais vous lire un passage, ou peut-être un court passage, de Paul le Jeune, qui est un jésuite, né en 1592, et mort en 1664 à Paris. Et il a été l'un des tout premiers le premier à apprendre la langue des Montagnais. Et il a vécu avec eux pendant 6 mois. Il a passé un long hiver avec eux. Et son expérience a été assez difficile. Alors, l'opération jésuitique consistait afin de faire œuvre de missionnariat, consistait pour ce faire à apprendre les langues autochtones. Et par la suite, à rédiger des rapports, des relations, qu'on a appelées les relations des jésuites, qu'on offrait au public français afin de collecter des fonds pour pouvoir poursuivre cette activité de missionnaire. Alors, Paul le Jeune est également aussi connu pour avoir fait l'oraison funèbre de Champlain. Et si vous voulez vraiment lire un livre, je le répète assez souvent, extraordinaire sur Samuel de Champlain, il faut lire celui de Fisher, Le rêve de Champlain. Et Fisher est un Américain. Et c'est aux Américains que l'on doit les histoires les plus complètes sur l'Amérique française, avant l'arrivée de G. Lavard. Et ça, je vais conclure avec G. Lavard ce soir. Parce qu'au fond, de la French Theory aux coureurs de bois, eh bien, il y a peut-être des liens qui seraient bons d'établir. J'évoquais dans une vidéo récente que peut-être la religion officielle, la religion non officielle, intériorisée du Québec, ça pourrait être l'animisme. Et quand on sait à quel point la pensée californienne, c'est-à-dire tournée donc vers l'Ouest, tournée vers l'Orient, a influencé les penseurs de la French Theory, ce qui faisait dire à Michel Foucault, lorsqu'il a pris du LSD, j'ai commis une vidéo il y a peut-être pas loin de 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais peut-être 8-9 ans, où je relatais l'expérience psychédélique de Foucault. Des chercheurs universitaires américains ont publié récemment un livre sur cette expérience que Foucault a vécue, et il disait que c'était l'expérience la plus extraordinaire de son existence. Alors, vous imaginez bien, si on est capable d'imaginer que les penseurs de la French Theory
ont été influencés d'une certaine manière par l'Orient américain, vous imaginez bien que les liens qu'on peut faire avec la déterritorialisation, je le répète, la déterritorialisation, eh bien, on peut le faire avec le devenir étranger à soi. Qu'est-ce qui est arrivé à ces Bretons, à ces Normands, qui n'étaient pas pauvres aussi, hein? Faut bien comprendre ça. C'était des... Ils appartenaient à la petite noblesse. Jean de Lalande en est un, par exemple. Il existe même un château de Lalande en Normandie. Alors, ils avaient un désir d'enrichissement. Alors souvent, on a cette image, d'ailleurs c'est une image fausse, de gens dépourvus de moyens qui qui n'avaient pas le choix, s'embarquer sur des bateaux et aller vivre une vie de misère ou d'aventuriers. Non, c'était des gens, généralement en moyen, qui voulaient augmenter leur puissance financière. Dans certains cas spirituels, avec certaines dames en particulier, Jeanne Mance ou Marie de l'Incarnation, mais qui étaient également des femmes rompues aux affaires, rompues à la gestion. Alors c'était impossible d'aller s'établir ici, en terre d'Amérique, sans avoir l'esprit extrêmement pratique. Et je pense que ce trait de caractère des premiers colons, qui à la fois recherchaient l'avancement social et qui avaient également le sens des affaires, le sens pratique, je pense que c'est une des caractéristiques peut-être les plus tangibles du peuple québécois. Et même les coureurs de bois, les fameux coureurs de bois, les freemen, les hommes libres, qui étaient en fait des mercenaires œuvrant pour des compagnies comme l'abbé Dutson, des mercenaires œuvrant pour des compagnies de fourrure, par exemple. Mais eux aussi, leur but, c'était pas nécessairement que d'arpenter les territoires vastes et vierges, en fait, vierges d'Européens d'Amérique. Non, leur but, c'était de revenir dans leur village et d'avoir réussi. Leur but, c'était l'enrichissement, c'est-à-dire l'embourgeoisement. Parce que l'image du coureur de bois, il y avait deux manières de s'enrichir, si je puis dire. Une plutôt laborieuse, qui consistait à cultiver la terre, la figure de l'agriculteur, et l'autre, plus aventureuse, celle du coureur de bois. Et le coureur de bois, dans l'imaginaire québécois, a occupé une très grande importance. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, avec l'émergence tout à fait souhaitable d'une littérature autochtone, on dirait que le coureur de bois, lui, c'est effacé. Et la proximité entre les peuples autochtones et les coureurs de bois, elle est totalement... il n'y avait pratiquement pas de différence entre les deux. Alors même si les coureurs de bois n'avaient pas de sang autochtone dans leurs veines, ils avaient intégré les principaux codes. Tais-toi, Ginette, tais-toi un peu. Bon, voilà. Vous voyez, les chats, vous le savez, c'est têtu. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais un chat, c'est lui le maître. Hein? Eh oui. Tais-toi, Ginette. Ben voilà. Malheureuse créature. Alors, oui, cet effacement, vous disais-je, bon, peut-être que je vous lirai rien ce soir, peut-être plutôt je vous lirai des choses demain. On va rester avec ce biais-là. Donc, la figure du coureur de bois, au fur et à mesure que la littérature autochtone prend la place qui lui revient, eh bien, elle disparaît. Et au fond, il faudrait trouver le moyen de la faire réapparaître. Les témoignages, il y a des témoignages qui ont été écrits, mais les coureurs de bois, même s'ils savaient plusieurs langues autochtones, parfois n'écrivaient pas.
et souvent n'écrivaient pas même. Alors ils pouvaient être polyglottes, mais ne pas être des lettrés. Tandis que les missionnaires qui ont fait l'histoire, qui l'ont écrit, eux l'étaient. Et formés dans les meilleures écoles, comme les jésuites, comme Paul le Jeune. Alors je vais revenir en fait demain sur Paul le Jeune. En fait, je nous garde ça pour demain, Paul le Jeune. Je vais donc rester sur cette question-là autochtone et l'impensé de la question autochtone, c'est pas tant que les héritiers de la colonie dont les liens ont été rompus dès 1763 avec la maison mère, la France, jusqu'à la rupture, l'histoire de France, c'est aussi l'histoire du Québec. Mais il y a un embranchement qui se fait, hein? Il y a une ligne de fuite qui se crée, pour rester dans la pensée deleuzienne, et cette ligne de fuite a fait devenir un être autre. Et j'aurais envie de dire un être autre modifié, transformé, à la fois par le territoire, à la fois par les conditions du territoire, par la rencontre, et pratiquement le huis clos entre les Premières Nations et les premiers colons. Alors, quand je parlais d'impensé, de la question autochtone, il y a 80 000 autochtones au Québec, reconnus par l'instance fédérale via la loi sur les Indiens. Alors, sur ces 80 000 Indiens reconnus, un certain nombre, il y en a davantage qui sont non reconnus, les Métis ont été reconnus partiellement à certaines conditions, qu'ils soient liés à une histoire et à un enracinement dans le territoire, ce qui est assez difficile à démontrer. Donc, c'est une reconnaissance pour l'instant qui est purement théorique et qui peut être embarrassante aussi pour les Indiens pleinement, les Autochtones pleinement reconnus. Alors oui, vous disais-je, sur ces 80 000 Autochtones reconnus, et je ne parle pas ici des non reconnus, va sans dire, eh bien, un pourcentage, en fait, sont des Métis. C'est-à-dire qu'ils ont un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, canadien-français. Et cette dualité assez terrible, au fond, c'est qu'ils sont obligés, d'une certaine manière, presque de la renier. Et je pense que ça déstructure. On pourrait rêver, et je pense que beaucoup de Québécois en rêvent, de voir ces Autochtones, qui sont des Autochtones, assumer et réclamer et être fiers de cette part d'eux-mêmes qui appartient au continent européen. Et le métissage est tellement important chez certaines communautés autochtones. Par exemple, les Iroquois, les Mohawks, ont des lois assez sévères pour empêcher le mariage mixte des femmes. Et même la reconnaissance des enfants nés d'un mariage mixte, d'une union mixte, c'est une reconnaissance qui est extrêmement difficile à obtenir, et il existe du racisme, de la xénophobie de ces enfants nés d'union mixte. Et il y a les Hurons également, dont on va y aller plus simplement, dont le pourcentage de sang européen dépasse les 95%. Alors, ce sont presque totalement des Européens, en fait, du point de vue génétique, mais je mets génétique ici entre guillemets, parce que c'est une autre affaire aussi où la pleine reconnaissance de la citoyenneté pourrait faire que les Autochtones également pourraient adopter des gens provenant de d'autres communautés autochtones, de d'autres
pays, de d'autres, mais en fait, encore là, la loi, qui est une loi d'apartheid, il ne faut pas avoir peur de le dire, une loi de ségrégation, la loi sur les Indiens au Canada, en fait, les désavantage terriblement et ils ne peuvent pas faire ça. Donc, si vous me suivez bien, c'est une souveraineté, en fait, toute relative, encadrée, enserrée par une loi qui est passablement inique. Mais il y a une partie aussi des Autochtones, entre autres par certains conseils de bande, qui jugent tout à fait avantageux de recevoir des sommes importantes du gouvernement central pour maintenir, d'une certaine manière, l'emprise et un veto sur toute forme de changement qui pourrait être apporté à cette loi. Alors oui, c'est impensé, et même, je pourrais même rajouter que ce bel élan de littérature francophone, de littérature autochtone au Québec se fait en langue française. Alors ça, pour moi, c'est une pure merveille, c'est un miracle dont je ne cesse de m'émerveiller, mais les poètes autochtones écrivant en langue française sont victimes de xénophobie et même les locuteurs autochtones qui parlent français sont victimes de xénophobie de la part des autres autochtones canadiens anglais. Alors vous imaginez comment c'est, vous imaginez le micmac, vous imaginez le bordel. Et ça, ben c'est ça aussi, c'est ça un système colonial. C'est que c'est une perte quasi permanente de sa propre identité. C'est un clivage entre un certain nombre d'identités. Et c'est ici que peut-être un Deleuze pourrait s'épanouir, une géosophie pourrait trouver un parfait épanouissement. Et bien voilà. Écoutez, je ne m'attendais pas à vous parler de ça, je m'attendais à vous lire un passage de Paul Lejeune, mais je vais quand même vous montrer le livre, et je vais vous montrer un autre livre, que lui, je n'ai absolument pas lu, mais je sais par avance que c'est une pure merveille. Alors, je vais vous montrer le premier, qui est Paul Lejeune. Alors ça, c'est l'année 1634. Les relations des Jésuites, eh bien, ça s'échelonnait de 1632 à 1672. Ce sont des documents inestimables de première main pour comprendre comment vivaient les Autochtones et comment les premiers missionnaires ont appréhendé le premier contact avec les peuples autochtones. Alors, c'est cette année, 1634, qui, selon les historiens de ce livre, qui l'ont colligé, c'est-à-dire Alain Beaulieu, est l'année la plus intéressante des relations des Jésuites. Et celui-ci, de Gilles Havard, alors, Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 1600, 1840, c'est une somme, c'est absolument magistral, qui fait près de 900 pages. Et Gilles Havard, qui est français, a jugé bon de se consacrer à cette histoire coloniale de l'Amérique française, car les champs coloniaux, pays arabes, pays africains, sont l'objet d'innombrables publications en France, car ils ont encore les anciennes colonies, les anciens territoires conquis par la France, ont encore une importance existentielle dans le présent de la France. Tandis que le Québec, cette ancienne colonie cédée aux Anglais, eh bien, à part quelques petits signaux éparses envoyés, généralement dans la chanson, Céline Dion, ça a peu d'effet. Évidemment, si vous n'êtes pas un fan de Céline Dion, et même si vous abominez Céline Dion, eh bien, vous pouvez dire que
d'une certaine manière, le Québec se venge de cet abandon. Mais blague à part, le Québec n'a pas d'incidence dans la vie politique française, n'a pas d'incidence dans la vie civile, dans la vie de tous les jours, tandis que les conséquences de la décolonisation vont sans doute se faire sentir longtemps en France. Et la question, elle est infiniment complexe. Alors, je vais pas m'embarquer là-dedans. Alors, G. Lavard, jugeant que il y avait un champ tout à fait libre pour se faire, alors il est devenu, et ses livres sont extrêmement importants. Il y a l'histoire de l'Amérique française qu'il a fait, et tout récemment, l'Amérique fantôme. Parce que les traces de la présence française en Amérique du Nord, elles sont nombreuses, elles sont innombrables. Quantité de villes importantes aux États-Unis ont été fondées par des Canadiens français. Et étonnamment, les Américains, ils sont très fiers de cet apport français sur leur territoire. Et puis nous, en bons indigènes que nous sommes, j'entends par là indigènes québécois, eh bien notre histoire, notre propre histoire, elle est incompréhensible pour nous. Sa grandeur, sa misère, son caractère inouï, son caractère presque inimaginable, d'autant que, contrairement aux colonies espagnoles ou américaines, la maison mère est plus nombreuse au niveau du nombre d'habitants. La maison mère est plus nombreuse que les enfants de la colonie, tandis que le Brésil est plus populeux que le Portugal. Non, pas le Portugal. Oui, le Portugal. L'Amérique latine, elle est plus populeuse que l'Espagne. Les États-Unis d'Amérique sont plus populeux, en tout cas. L'homme blanc anglo-saxon reste encore majoritaire aux États-Unis, mais en plus grand nombre qu'en Angleterre. Alors, et ici, au Québec, eh bien, c'est le contraire. Nous sommes beaucoup moins nombreux, en fait 10 fois moins nombreux, presque 10 fois moins nombreux que la population française. Alors, je vous montre encore le livre, Histoire des coureurs de bois, de G. Lavard, et c'est sûr que pendant cette séquence lazaréenne, je vais, quand il va commencer à faire un peu frisquet, quand les premières feuilles vont tomber et que les premières neiges vont apparaître, eh bien, je vais revenir là-dessus. Je vais vous lire des passages ou vous faire un résumé de ce qu'il y a eu de plus important dans cette histoire. Mais c'est absolument magistral. Allez, je vous le remonte, tenez, que vous le voyez bien. Si vous avez envie d'en savoir plus. Et cette histoire-là de coureurs de bois et de Gilles Deleuze et de la déterritorialisation, c'est évident que je vais y revenir. Je ne sais pas de quelle manière, mais je pressens qu'il y a un chemin ici qui doit être pris. À demain.